Bon, ben, rebonjour tout le monde. Maintenant, ça va être la deuxième partie de la section S04, donc le bloc S04B. Donc, voilà. Donc, juste ce mini-rappel, là, ce qu'on avait vu à la fin là, du premier bloc, c'était que on avait utilisé une technique là, qui s'appelle la technique de la parallaxe annuelle et qui était capable là, de calculer. Okay? C'est une technique qu'on peut utiliser pour calculer efficacement la distance qu'il y a entre nous et certaines étoiles. Et ça marche bien pour toutes les étoiles qui sont situées à 1000 années-lumière ou moins de nous. Okay? Donc, toutes les étoiles qui sont plus proches de nous que 1000 années-lumière, on est capable là, de bien obtenir leur distance là, en utilisant la technique de la parallaxe annuelle. Le problème, comme je disais tout à l'heure, c'est que il y a des étoiles qui sont situées beaucoup plus loin de nous que 1000 années-lumière. Il y en a qui sont situées à des millions d'années-lumière, il y en a même qui sont situées à des milliards d'années-lumière de nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les étoiles qui sont situées à plus que 1000 années-lumière de nous? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on baisse les bras? Ben non. On a développé d'autres techniques, d'autres façons, d'autres moyens d'y arriver. C'est tout le temps ça qu'on fait un peu les humains. On essaie de trouver des façons toujours... quand on a un problème qui se pose à nous, on essaie de trouver une solution là, pour y faire face. Donc on a complètement changé de stratégie pour des étoiles plus que 1000 années-lumière de nous. Fait que c'est pas une stratégie qui est basée sur la parallaxe annuelle ou quoi que ce soit. C'est que c'est vraiment plus quelque chose qui est basé sur comprendre en fond la physique de la lumière. Okay? C'est qu'on se dit, ben une étoile, c'est une source lumineuse, c'est une source qui émet de l'énergie, mais qui émet entre autres là, de la lumière. Okay? Puis qu'est-ce qu'on connaît là, quand on étudie la physique là, de la lumière? Ben, on est capable de dire que un objet va émettre, là, va posséder ce qu'on appelle une certaine luminosité. Donc, une luminosité, ça se mesure en watts. Okay? Et un watt, si vous vous rappelez, là, vous l'avez déjà vu en physique mécanique, là, en physique NYA, un watt, c'est 1 joule par seconde. Et par exemple, une ampoule de 100 watts, là, ben, ça correspond à une puissance de 100 watts. Ça correspond à 1 joule par seconde. Donc, on peut dire que à chaque seconde, une ampoule de 100 watts, ça produit 100 joules d'énergie. Okay? Un peu sous forme lumineuse, beaucoup sous forme thermique, mais ça produit 100 joules à chaque seconde. Okay? Ben les étoiles, c'est un peu la même chose. C'est sûr que, bon, on parle de quantité d'énergie beaucoup plus importante, mais à la base, ça reste une source de lumière qui émet de l'énergie, qui émet de la lumière comme ça dans l'univers. Et ça a un certain nombre de watts. Fait que là, on parle pas d'une 100 watts, là, on parle des milliards de milliards de milliards de watts. Okay? Mais ça reste qu'à chaque seconde, une étoile va émettre un certain nombre de joules dans l'espace, hein, en 3 dimensions, dans toutes les directions. Okay? Donc, on peut associer une certaine luminosité à une étoile. Okay? Et ensuite de ça, c'est que quand vous allez observer une étoile ou quand vous observez une ampoule électrique, c'est la même chose. Okay? C'est quand on est à une certaine distance d'une source lumineuse, on va être capable d'enregistrer ce qu'on appelle une intensité. Donc une intensité, vous voyez, c'est pas des watts, ça s'appelle des watts par mètre carré. Okay? Techniquement, ce qui arrive, c'est qu'on a un détecteur qui a une certaine dimension, qui est un petit, ça peut être des petites caméras CCD ou des choses comme ça. C'est des petits trucs qui sont sensibles à la lumière et qui vont capter l'énergie. Ils vont enregistrer une certaine quantité d'énergie, mais ces détecteurs-là, ils ont une certaine surface, un certain nombre de mètres carrés, et ils vont enregistrer un certain nombre de joules par seconde par mètre carré. Fait que si vous faites un détecteur qui est plus gros, bien évidemment, il va intercepter plus d'énergie, donc il va capter plus d'énergie, mais sa surface est plus grande. Fait que même si, en tout cas, fait que ça se commence. Fait que l'intensité, c'est un chiffre qui est un rapport de ça. Fait que ça dépend même pas de la taille de votre détecteur. Fait que c'est ça qui est cool, c'est que même si vous avez un détecteur, maintenant qui est 10 fois plus grand, ben sa surface va être 10 fois plus grande, mais il va capter une puissance 10 fois plus grande, mais ça va s'annuler. Fait que ça va toujours donner la même intensité. Donc, l'intensité, vous allez voir tout à l'heure, ça dépend vraiment juste de la distance à laquelle vous vous trouvez de votre source lumineuse. Si vous êtes plus proche de votre source lumineuse, vous allez mesurer une plus grande intensité. Si vous êtes plus loin, vous allez mesurer une intensité qui est plus petite. Okay. Donc là, j'ai parlé un petit peu au niveau de la détection, mais mettons si on veut y aller un peu plus concrètement, là, plus terre à terre, là, mettons l'intensité, c'est vraiment quelque chose qui se mesure avec un détecteur. Donc vous, là, c'est l'équivalent de vos yeux. Fait que c'est vraiment vos yeux qui sont capables de... Quand vous regardez une source lumineuse avec vos yeux, là, ce que vous voyez, l'information que vous avez, c'est l'intensité.
Okay. La luminosité, techniquement, vous ne la connaissez pas, parce que la luminosité, c'est vraiment une caractéristique intrinsèque de l'objet, c'est vraiment combien de lumière ou combien de joules par seconde l'objet va émettre. Okay. L'intensité, vraiment, ça correspond à quoi? C'est la brillance apparente d'une source lumineuse ou d'une étoile dans le ciel. Fait que quand vous regardez une source lumineuse avec vos yeux, vous allez pouvoir la voir plus brillante ou moins brillante. Okay? Donc ça, ça correspond à l'intensité. Okay? Si vous vous rappelez des cours qu'on avait fait, quand on avait parlé de la magnitude, là, le système d'Hipparque, qu'il y avait des étoiles qui classaient ça avec des magnitudes, là, ça allait de 1 jusqu'à 6, ben, la magnitude, c'était encore une fois la brillance apparente des étoiles. On regardait dans le ciel, on voyait des étoiles plus brillantes que d'autres. Fait que ça, c'est vraiment une question d'intensité, c'est vraiment ça que vous voyez avec vos yeux. Okay. Mais la luminosité, ça c'est autre chose. Là. C'est une information qui appartient dans le fond à l'objet lui-même. Okay. Fait que je vais vous donner un exemple, ça va vous aider à comprendre. Okay. Admettons que fait que mettons, vous êtes dans l'obscurité totale. Là. Vous êtes, je sais pas, dans le bois, mettons en forêt, peu importe. Là. Puis je vous présente deux objets comme ça. Deux objets lumineux. Okay. Puis là, vous regardez l'objet 1. Vous voyez ça. Vous regardez l'objet 2, vous voyez ça. Vous savez pas c'est quoi les objets. Je vous dis pas encore c'est quoi. Je vous dis juste c'est deux objets lumineux, c'est peut-être une étoile, on sait pas. C'est deux objets lumineux, vous voyez ça. Fait que, évidemment, ce qu'on voit, c'est qu'on voit exactement la même chose. Okay? Fait que quand on regarde l'objet 1, on voit une espèce de petit halo lumineux. Quand on regarde l'objet 2, on voit exactement la même chose. Okay? Je vous dis tout à l'heure que ce qu'on voit avec nos yeux, okay, c'est l'intensité. Fait que ce qu'on peut dire, c'est que en regardant ces deux objets-là, on voit que les deux objets ont la même intensité. Mais maintenant, si je vous demandais lequel des deux objets a la plus grande luminosité, donc lequel de ces deux objets-là émet le plus de lumière, ben, vous pouvez pas le dire, vous savez pas. Vous n'avez pas accès à cette information-là. Tout ce que vous pouvez dire présentement, c'est que quand vous regardez les deux objets, vous voyez que les deux objets ils ont la même intensité, selon vous. Okay. Maintenant, si je vous dis c'est quoi les deux objets, je vous dis les deux objets que vous étiez en train de regarder, là, je vous le dis c'est quoi. L'objet de gauche, c'était une chandelle. L'objet de droite, c'était un phare là, qui éclaire les bateaux là, qui s'approchent de la rive. Okay. Fait que maintenant que je vous ai dit c'est quoi les objets, okay. Là, si je vous repose la question puis je vous demande lequel de ces deux objets-là a la plus grande luminosité, lequel des deux objets émet le plus de lumière, ben là vous allez me dire ah ben c'est le phare parce que on sait c'est quoi un phare, on sait un peu comment ça fonctionne. Un phare c'est très très gros là, c'est une grosse ampoule là qu'il faut même des fois déplacer en agrippant ça avec des poignées, alors qu'une chandelle on sait que c'est tout petit, c'est une petite flamme là très très petite, fait qu'elle va émettre très peu de lumière. Okay? Fait que oui c'est sûr que si on sait c'est quoi les objets, ben avec notre expérience de vie, là, on le sait bien qu'un phare ça émet beaucoup plus de lumière que la chandelle. Okay? Mais fait que si le phare émet beaucoup plus de lumière que la chandelle, probablement des centaines de fois plus, peut-être même des milliers de fois plus, comment ça se fait que tout à l'heure on a vu que les deux avaient exactement la même intensité? Ben, la réponse est que, vous le savez sûrement, c'est que ça dépend évidemment de la distance. Okay? Ce qui arrive dans cette situation, c'est que probablement que la chandelle était beaucoup plus proche de vous que le phare. Okay? Peut-être que vous étiez à, je sais pas, 2-3 mètres de la chandelle, mais que vous étiez à, je sais pas, mettons 2 km du phare. Okay? Fait que oui, le phare, il émet beaucoup plus de lumière, sa luminosité est beaucoup plus grande que celle de la chandelle, mais comme il est situé plus loin, mais la lumière a eu le temps de plus se dissiper, de plus se disperser avant d'arriver jusque dans vos yeux. Donc, conclusion, vous pouvez quand même voir les deux objets avec la même intensité, même s'ils n'ont pas du tout la même luminosité, parce que c'est une question de distance. Fait que c'est un petit peu pour vous montrer ça. Vous allez voir, tout à l'heure, on va développer les formules. Puis vous allez voir que l'intensité et la luminosité, c'est sûr que c'est relié ensemble d'une certaine façon. Parce que plus qu'un objet est lumineux, plus qu'un objet émet une grande quantité de lumière, ben c'est sûr que vous allez avoir plus qu'un objet a une grande luminosité, plus que l'intensité avec laquelle vous allez le voir va être élevée, en général, mais ça dépend aussi de la distance. Fait que vous allez voir, il y a la distance là, qui va entrer en ligne de compte dans cette équation-là. Okay? L'équation, on la voit maintenant, fait que vous voyez là, la relation. Donc, l'intensité est égale à la luminosité divisée par une constante, qui est 4pi, fois la distance d au carré.
Okay? Fait que vous voyez justement que la luminosité est directement proportionnelle à l'intensité. Fait que c'est sûr que plus la luminosité est grande, plus que vous allez avoir tendance à avoir une intensité qui est grande, mais encore une fois, ça dépend de la distance. Okay? Puis c'est divisé par la distance. Fait qu'on le voit bien là, que plus la distance est grande, plus l'intensité va être petite. Okay? Puis c'est au carré. Puis pourquoi 4πd au carré? Okay? 4πd au carré, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Si je vous disais à la place là, 4πr carré, peut-être que ça vous dirait un peu plus quelque chose. 4πr carré, en mathématiques, c'est la formule qui signifie l'aire d'une sphère. Okay? Pas l'aire d'un cercle. L'aire d'un cercle, on sait c'est πr carré. Moi, je parle de l'aire d'une sphère, là, vraiment une sphère en 3 dimensions. La surface totale d'une sphère, c'est 4πr carré. Okay? Fait pourquoi c'est ça dans la formule? C'est parce que ben, ça vient d'une sphère. Okay? Ce qui arrive, c'est que, ben, je vais vous montrer cette image-là à la place. C'est encore plus clair. Donc, imaginez que vous avez une source lumineuse. Okay? Comme je vous dis, c'est un problème qui marche juste pour la physique en général. Vous allez voir un peu l'équivalent d'ailleurs en physique en NYC, quand vous allez parler du son, des décibels, tout ça. Fait que c'est une source d'énergie, okay, qui émet de l'énergie dans toutes les directions. Nous, on va parler des étoiles parce qu'on est en astrophysique. Fait que imaginez que vous avez une étoile ici qui émet de l'énergie. Fait que cette étoile-là, elle a une certaine luminosité, donc un certain nombre de watts. Fait qu'elle émet un certain nombre de joules par seconde dans toutes les directions. Et ce nombre de joules-là, comme ça part dans toutes les directions comme ça, c'est que justement, ça va avoir tendance à se diluer, à se disperser. Ça va faire comme une espèce de cône là, d'énergie qui part dans une certaine direction. Et avec le petit schéma que vous voyez là, vous voyez que plus qu'on va être loin de l'étoile, plus que l'énergie va être diluée sur une surface de plus en plus grande. Okay? Par exemple, si on traçait un petit carré ici, qui mesure, je sais pas, par exemple 1 mètre par 1 mètre, okay? Ben, toute l'énergie qui a été émise par l'étoile, il y a une certaine quantité de cette énergie-là qui va traverser le petit carré qui est ici. Un certain nombre de joules va traverser ce petit carré-là à chaque seconde. Okay? Mais si on se met plus loin de l'étoile, ben, toute l'énergie qui a traversé ce petit carré-là va continuer à se disperser, puis à s'élargir de plus en plus, si vous voulez. Puis quand on va arriver ici, à une distance r égale à 2, donc sur une distance qui est 2 fois plus loin, vous allez voir que toute l'énergie qui était comprise dans ce petit carré-là est maintenant diluée, puis occupe maintenant un espace qui est égal à 4 carrés. Okay? Mais l'énergie est conservée. Fait que, par exemple, si ce petit carré-là contenait, mettons, je sais pas, 100 joules, on va dire, mais quand vous êtes rendu ici, le 100 joules il est rendu dispersé sur 4 carrés. Fait que là, dans chaque carré, il y a juste 25 joules. Okay? Fait que c'est de moins en moins concentré. Okay? L'énergie, elle est de plus en plus diluée. Et ça se dilue comment? Ben, ça se dilue exactement en 1 sur r carré. Dans le sens que si vous êtes 2 fois plus loin, ça va être 4 fois plus petit. Si vous êtes 3 fois plus loin, ça va être 9 fois plus petit, donc 9 fois moins concentré. Okay. Puis une des façons de le voir, c'est que c'est comme si, quand l'étoile émet de l'énergie, à chaque seconde, elle émet un certain nombre de joules, là, elle émet ça en 360 degrés, dans toutes les directions en même temps, et c'est comme si toute l'énergie qu'elle émet, ça se propage, là, c'est comme si ça allait à la surface d'une sphère, et cette sphère-là grandit de plus en plus. Okay? Fait que c'est comme si toute l'énergie qui avait été émise ici à un certain instant, c'est comme une sphère, là, un genre de boost d'énergie qui est émis. Vous avez une sphère qui grandit de plus en plus. Et plus que la sphère grandit, plus que l'énergie, évidemment, va être diluée, parce qu'elle doit, l'énergie est conservée, mais elle va occuper la surface d'une sphère qui est de plus en plus grande. Okay. Et la surface d'une sphère, ben justement, c'est 4πr carré. Okay. Fait que si on dit qu'on est placé à une certaine distance d de l'étoile, ben toute l'énergie que l'étoile a émise va être rendue dispersée sur une sphère qui a une surface de 4πd au carré. Okay. Fait que c'est exactement ça. Fait que la luminosité, c'est un nombre de watts. Et on divise ça par une surface, ça fait des watts par mètre carré. Et les watts par mètre carré, ce sont les unités de l'intensité dans le système international. Okay. Fait que c'est ça. Cette formule-là, vous l'avez dans votre sur la feuille de formule. Okay. Ça, c'est la formule qui est véritablement là, en système international. Donc, la luminosité est en watts, la distance est en mètres, ça fait donc des watts par mètre carré, puis l'intensité, ben justement, ce sont des watts par mètre carré. Okay. Fait que ça, c'est une formule qui est même pas tant que ça une formule d'astrophysique, c'est juste une formule de physique tout court. Donc, ça peut être utilisé pour étudier, par exemple, des ampoules électriques. Si vous êtes à une certaine distance d d'une ampoule électrique, qui a une certaine luminosité, vous allez la voir
quoi comme intensité. Puis ça marche aussi pour l'énergie sonore. Fait que mettons, vous pouvez calculer, là, moi j'ai un haut-parleur là, qui est un haut-parleur de tant de watts. Là. Si je me place à telle distance de mon haut-parleur, je vais entendre quelle intensité sonore. Okay? Fait que ça marche aussi pour les sons. C'est une formule qui décrit comment l'énergie se propage dans l'espace. Okay? Nous, comme on est en astrophysique, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une formule qui est très très générale, là, qui est écrite, mettons, sous forme en système international comme celle-ci. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste on la modifier un petit peu. C'est qu'on va réécrire la formule, mais en utilisant d'autres unités, pas nécessairement les unités du système international. On va utiliser des unités qui sont des unités un peu plus courantes en astrophysique ou des unités qui ont un petit peu plus de signification, qui veulent plus dire quelque chose, là, et qui sont plus intuitives en astrophysique, si vous voulez. Okay. Par exemple, okay, dans la vraie vie, là, en astrophysique, quand on va utiliser cette formule-là, les objets qu'on va étudier, ce ne sera pas des ampoules de 100 watts, ça va être des étoiles. Puis les étoiles, comme je disais tout à l'heure, là, dans la vraie vie, les étoiles, ils ont des milliards de milliards de milliards de watts. Fait que ces chiffres-là seraient toujours extrêmement grands. Okay? Puis ce qui arrive, c'est que, éventuellement, si on a juste des chiffres qui sont énormément grands, ben nous, ça nous dit pas grand-chose. Ça nous permet pas vraiment d'avoir une intuition face à ces chiffres-là. On fait juste dire comme, ok, c'est gros, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Ben, on perd un peu la signification du chiffre. Fait qu'à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on va toujours essayer de rendre ça un peu plus limpide. C'est qu'on va comparer la luminosité à la luminosité du Soleil. Le Soleil, on sait c'est quoi? C'est notre étoile dans notre système solaire. Donc, on peut avoir une idée de quelle quantité de lumière il peut émettre. Okay? Puis, le Soleil, dans le système international, là, il y a une luminosité de 3.83 fois 10 à la 26 watts. Okay. Fait que c'est un peu comme une ampoule de 100 watts, là, mais c'est pas une 100 watts, là, c'est une 3.83 fois 10 à la 26 watts. Donc des milliards de milliards de milliards de milliards de watts. Okay. Donc ça émet beaucoup de lumière. Okay. Et cette quantité-là, on va lui donner un nom. On va appeler ça une luminosité solaire. Okay. Le symbole que vous voyez ici, le petit rond là, avec un cercle autour, c'est un petit symbole qui signifie le soleil. Okay. Fait quand on écrit luminosité avec ce symbole-là, ben, ça veut dire la luminosité du soleil, qu'on appelle d'ailleurs une luminosité solaire. Okay. Fait qu'une luminosité solaire, on sait que c'est égal à 3.83 fois 10 à la 26 watts. Okay. Et d'autre part, ce qu'on va faire, c'est que pour les intensités, on sait que les intensités dans la vraie vie, ce sont un nombre de watts par mètre carré. Dans la vraie vie, quand on étudie des étoiles, les étoiles sont situées tellement loin de nous, à des années-lumière de nous, à des centaines d'années-lumière, à des milliers, même des fois des milliards d'années-lumière de nous. Puis comme la distance est au carré en plus dans le dénominateur, fait que dans la vraie vie, ce qui arrive, c'est que l'intensité ici va toujours être extrêmement petite. Hein. Dans la vraie vie, ça va être là, typiquement des chiffres là, 10 à la moins 5, à la moins 6, à la moins 7 watts par mètre carré. Fait qu'encore une fois, si on faisait juste calculer des chiffres extrêmement petits comme ça nous aiderait pas vraiment à comprendre ou à développer une espèce d'intuition par rapport à ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'utiliser comme référence l'étoile Sirius. Donc, rappelez-vous, là, on avait déjà parlé dans des actions précédentes, l'étoile Sirius, c'est encore, là, c'est l'étoile la plus brillante qu'on peut voir dans le ciel. Quand on regarde là, à l'œil nu, le point blanc le plus brillant qu'on peut voir, c'est l'étoile Sirius. Okay. Puis l'étoile Sirius, quand on fait les calculs avec le système international, ça correspond à une intensité de 1.67 fois 10 à la moins 7 watts par mètre carré. Okay. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire la formule de tout à l'heure, on va exprimer les luminosités en Sirius, plutôt que de les exprimer en watts par mètre carré. Fait que, ce que ça va faire, ce qui va arriver, c'est que la formule, elle va pas vraiment, ah oui, elle va changer, mais je veux dire, ça va rester quand même la même formule. C'est tout le temps les mêmes relations qu'entre les variables. Donc, dans cette formule-là, qu'est-ce que ça nous disait? Ça nous disait que l'intensité était directement proportionnelle à la luminosité et que l'intensité était inversement proportionnelle à d carré. On peut dire que l'intensité était proportionnelle à 1 sur d au carré. Ben, c'est exactement la même chose qu'on a ici. On a encore une fois que l'intensité est directement proportionnelle à la luminosité et que l'intensité est proportionnelle à 1 sur d au carré. La seule chose, c'est que on a changé les unités dans lesquelles on exprime nos variables. Fait que ça, c'est la formule dans le système international. Fait qu'on I est en watts par mètre carré, luminosité en watts, distance en mètres. Okay. Ici, dans la formule, mettons version modifiée ou version adaptée pour l'astrophysique, ben, l'intensité, on la note pas en watts par mètre carré, on la note en Sirius. La luminosité, on la note pas en watts,
on la note en luminosité solaire. Puis tant qu'à changer les unités, en même temps, la distance, au lieu de le mettre en mètres, on va l'exprimer en années-lumière. Parce que, bon, justement, quand on étudie les étoiles, la plupart du temps, les distances vont être mesurées en années-lumière. Okay. Fait que c'est sûr que si on fait ça, on n'a pas changé les relations entre les variables. Fait que la formule reste en gros la même. C'est juste que comme on a changé les unités, la constante de proportionnalité va changer. Donc quand on utilise ces unités-là, la constante de proportionnalité, c'est 2.02. C'est pas un chiffre qui arrive juste. Pour là, c'est 2.02 quelque chose. Mais on l'a juste noté là, à 3 chiffres significatifs ici dans le livre. Puis quand on était en système international, ça a donné que la constante de proportionnalité, c'était 1 sur 4pi. Okay, c'est juste ça qui change. Fait que si on change, on peut faire ça pour n'importe quelle formule. Prendre une formule qui existe déjà, modifier les unités qu'on va utiliser, puis si on fait ça, ça va évidemment juste modifier la constante de proportionnalité. Okay. Ça, sauf que en utilisant cette formule-là, ben ça peut être un peu plus intuitif, ça peut avoir une signification qui est plus facile à interpréter. Par exemple, si je vous demande là, de me calculer c'est quoi la luminosité d'une certaine étoile, connaissant son intensité puis sa distance, ben, si vous faites juste calculer un chiffre en système international, ça vous donne un nombre de, je sais pas, 5.24 fois 10 à la 27 watts. Ça vous dira pas grand-chose. Okay? Mais si par contre vous faites un calcul, puis ça vous donne comme réponse, mettons, une étoile qui a une luminosité de 3.2 luminosité solaire. Ah ben là, ça vous dit un peu quelque chose, parce que vous savez que 3.2 luminosité solaire, ça signifie une étoile qui émet exactement 3.2 fois plus de lumière que le Soleil. Fait que déjà, en écrivant votre réponse, tout de suite, instantanément, vous la comparez avec le Soleil. Si vous trouvez une étoile qui a une luminosité de, je sais pas, 0.5 luminosité solaire, ça vous dit, ah, c'est une étoile qui émet 2 fois moins de lumière que le Soleil. Donc, ça vous permet tout de suite de la comparer avec le Soleil, qui est l'étoile qui nous est évidemment la plus familière, là, puisque c'est celle qu'on connaît le mieux et qui est la plus proche de nous. Okay. Et pour les intensités, ben, c'est exactement la même chose. On peut les comparer tout de suite avec l'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante qu'on peut voir dans le ciel. Donc si, mettons, vous faites un calcul, vous trouvez une étoile qui a une intensité de 0.9 Sirius, vous allez pouvoir dire comme, ok, ouais, l'étoile la plus brillante que je peux voir dans le ciel, là, ben 90% de ça correspond à ça. Ça vous donne une idée de ça, à quoi ça correspond. Ou si par exemple vous trouvez, vous faites un calcul, puis vous trouvez, mettons, une réponse qui est plus grande qu'un Sirius, ben ça veut dire que, je sais pas, là, si vous faites un calcul, ça vous donne quelque chose qui a une intensité de, mettons, 3 ou 4 Sirius. Ça veut dire que, ok, là, c'est vraiment intense. Si on regarde dans le ciel à l'œil nu, on va très bien le voir. On va le voir comme 5 fois plus brillant que la plus brillante étoile qu'on peut voir à l'œil nu. Fait que c'est juste ça. C'est juste pour essayer d'avoir un peu plus d'intuition, puis d'être capable d'analyser un peu plus facilement les réponses qu'on va trouver en utilisant cette formule-là. Fait que vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser. Vraiment, là, les deux formules sont bonnes, les deux formules sont valides. Ça dépend vraiment de ce que vous avez comme information puis de ce que vous cherchez. Fait que souvent, c'est bon là, quand vous faites un problème, commencez d'abord par écrire qu'est-ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous connaissez puis qu'est-ce que vous cherchez. C'est sûr que si vous connaissez deux des trois variables en système international, ben prenez cette formule-là, ça va être plus facile. Mais si les informations que vous connaissez sont en années-lumière puis en Sirius, ben là, utilisez cette formule-là pour trouver la luminosité en luminosité solaire. Fait que, allez-y tout le temps de la façon qui est la plus simple pour vous. Okay. Ça, juste pour vous montrer un peu les détails de comment on peut faire ça, faire la conversion. Fait qu'on part de la formule du système international, on écrit toutes les conversions entre les nouvelles unités puis les unités du système international. Et après ça, bien, on réécrit la formule. Puis à chaque fois qu'on a le truc du système international, là, on le change par la nouvelle unité qu'on veut avec le facteur de conversion. Fait que si on fait ça partout, il faut faire attention parce qu'ici, il y avait un truc qui était au carré, hein, c'était d au carré. Donc la distance, on l'exprime en années-lumière multiplié par il y a combien de mètres là, dans une année-lumière. Donc on a ça comme ça, mais tout ça c'était au carré. Fait que parenthèse au carré, donc la petite constante aussi va être multipliée, va se retrouver au carré. Puis après ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste combiner ensemble tous les petits facteurs de conversion qui sont apparus quand on a fait ça. On calcule ça une seule fois. Fait que quand on calcule tous ces chiffres-là, d'un seul coup, ça donne 2.02 quelque chose, comme je vous disais. Mais on l'a gardé à 3 chiffres significatifs seulement, donc 2.02, puis vous avez vos unités qui restent là. Okay. Voilà, fait que vous savez comment on peut passer de cette formule-là à cette formule-là. Je vais juste vous le montrer pour que vous sachiez que c'est pas de la magie, là, c'est vraiment juste des maths, là, puis des conversions mathématiques. Okay. Fait que maintenant qu'on a vu un petit peu l'équation, okay, je vais peut-être la réécrire, je sais pas ici, mettons là. Fait qu'on sait que I est égal à L sur 4pi
d au carré. Ça, c'est la façon de l'écrire en système international. Okay. Mais peu importe comment vous allez l'écrire, là, ça va toujours rester que I est directement proportionnel à L et que I est directement proportionnel à 1 sur d au carré. Okay. Ça fait que là, juste comme jouer un petit peu avec cette équation-là, puis juste vous faire ressortir un petit peu là, les différentes les liens entre les variables. Fait que j'ai préparé des petites questions, des petits exercices qu'on va faire ensemble. Donc, admettons que vous avez une étoile qui a une certaine luminosité, L. Fait que on ne sait pas vraiment c'est combien de watts par mètre carré, je vais juste vous dire comme ça, algébriquement, là, ça vaut une certaine luminosité qui est L. On a une petite sonde, un petit détecteur de lumière là, qui est placé à une certaine distance D de notre étoile. Et cette sonde-là, elle mesure là, quand elle est à cette position-là, puis qu'elle observe l'étoile, elle enregistre une intensité de 1000 watts par mètre carré. Okay. Si vous aviez la même sonde qui était placée à la même distance d'une étoile qui a cette fois-ci une luminosité de 2L, quelle intensité la petite sonde ici pourrait enregistrer? Fait que dans ce cas-là, vous savez que c'est 1000 watts par mètre carré. Fait que dans ce cas-là, ce serait quoi? Ben, la réponse est juste tout simplement là, 2000 watts par mètre carré. Hein. Ici, si l'étoile est 0.5 luminosité, 0.5 L, ici, la petite sonde va enregistrer 500 watts par mètre carré. Et ici, mettons, c'est le contraire. Si je vous dis la sonde a enregistré 5000 watts par mètre carré, c'était quoi la luminosité de l'étoile ici? Ben, c'était 5L. Donc, 5 fois plus grande que cette étoile-là. Fait que faire ces questions-là, c'est facile parce que l'intensité, elle est directement proportionnelle à elle. Fait que c'est facile. Là. Si vous avez une étoile qui est 2 fois plus lumineuse, ben à la même distance, vous allez mesurer une intensité 2 fois plus grande. Fait que ça, c'est facile. Okay. Ça va être un petit peu plus difficile. Okay, là, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que l'intensité est proportionnelle à 1 sur D au carré. Là, ça va être un petit peu plus difficile. Fait que si je vous dis que vous avez une étoile qui a une certaine luminosité L, vous avez encore une fois la petite sonde qui a une certaine distance D, puis dans cette configuration-là, la petite sonde enregistre là, une intensité de 1000 watts par mètre carré. Maintenant, si on place la sonde ici, si elle regarde la même étoile, qu'est-ce qu'elle va mesurer comme intensité? La petite sonde, elle est placée plus loin. Okay? Donc, c'est sûr que si elle est plus loin, elle va voir l'étoile là, moins intense. Quand on s'éloigne d'une source lumineuse, on la voit moins intense. Fait que c'est sûr qu'elle va mesurer une intensité qui est plus petite que 1000 watts par mètre carré. Mais ça va être combien? Okay. Des fois, il y a des gens qui répondent 500 watts par mètre carré. Parce qu'ils disent, ah, mais en regardant le schéma, on voit que la sonde elle est 2 fois plus loin. Elle est située à une distance 2D plutôt qu'une distance D. Donc, elle est 2 fois plus loin. Donc, l'intensité va être divisée par 2. Attention, on a dit d'après la formule que l'intensité est proportionnelle à 1 sur D au carré. Faut pas oublier le carré. Fait que si la distance est 2 fois plus grande, l'intensité elle va être 1 sur 2 au carré, donc elle va être 4 fois plus petite. Fait que l'intensité, ce sera pas 500, ça va être 250 watts par mètre carré. Okay. Faut faire attention, ça, faut pas oublier qu'il y a un carré. Okay. Et si je plaçais la sonde ici, là, ce serait quoi? Là, elle serait à une distance qui est 3 fois plus grande que ce qu'on avait à l'origine. Donc, 1 sur 3 au carré, ça fait 1 neuvième. Donc, elle mesurait une intensité qui est 9 fois plus petite que 1000. 1000 divisé par 9, ça donne 111.1111 périodique. Là. Fait que 3 chiffres significatifs, j'ai écrit 111. Okay. Puis, si maintenant on mettait la sonde plus proche, si on la mettait là, à une distance D sur 2, donc 2 fois plus proche du soleil, ben de l'étoile qu'ici. Okay. Ça donnerait quoi comme intensité? Là, quand on va être plus proche, c'est sûr qu'on s'attend à mesurer une intensité qui est plus grande que 1000. Mais ça va être égal à combien? Quand une fois, il y a des gens qui se font en voir et qui disent 2000 watts par mètre carré, ben non, parce que c'est proportionnel à 1 sur D au carré. Okay. Fait que ça va être, si vous êtes 2 fois plus proche, vous allez mesurer une intensité qui est 2 au carré fois plus grande, donc 4 fois plus grande, donc 4000 watts par mètre carré. Okay. Fait que toujours pas oublier là, que l'intensité, c'est proportionnel à 1 sur D au carré. Et c'est ça, faut juste pas oublier le carré. Okay. Okay. Ici maintenant, on a vu comme les deux trucs de manière séparée. On a vu d'abord l'influence de la luminosité sur l'intensité, puis là on vient de voir l'influence de la distance sur l'intensité. Okay. Qu'est-ce qui arrive si on a les deux trucs qui changent en même temps? Okay. Quand les deux trucs changent en même temps, des fois les gens perdent un peu, ils savent comme plus quoi faire, là. Mais c'est pas grave. Quand vous avez deux affaires qui changent en même temps, vous pouvez considérer là, de manière séparée qu'est-ce que chacun des deux effets, qu'est-ce que chacune des deux modifications produit, et on fait juste multiplier les deux effets ensemble. Ça donne l'effet global. Ok, vous allez voir, là, je vais faire deux exemples avec vous. Donc ici, par exemple, imaginez une situation
Parce que vous avez un observateur qui est sur la planète Terre, par exemple. Il regarde deux étoiles dans le ciel. L'étoile A, l'étoile B. Donc deux étoiles différentes, qui n'ont pas la même luminosité, qui ne sont pas situées à la même distance. C'est vraiment deux étoiles complètement différentes. L'étoile A a une luminosité L. L'étoile B a une luminosité de 200 L. Donc l'étoile B, elle émet 200 fois plus de lumière que l'étoile A, mais elle est située beaucoup plus loin. On voit là, selon le schéma, elle est située 10 fois plus loin. Okay. La question que je vous pose, c'est si le petit bonhomme ici, cet observateur observe l'étoile A, puis en observant l'étoile A, il observe une intensité de 1000 watts par mètre carré. Quelle intensité est-ce que le petit observateur ici va observer quand il va regarder l'étoile B? Okay. Combien de watts par mètre carré il va observer? Ben c'est ça, allons-y, comme je disais, on peut y aller de manière séparée. Okay. Il y a deux changements là, qui arrivent. C'est que l'étoile B, premièrement, elle est 200 fois plus lumineuse que l'étoile A. Okay. Fait que si c'était juste de cet effet-là, l'intensité, ça devrait être comme 2 fois plus grand. Il faudrait faire comme fois 200. On dirait l'étoile est 200 fois plus lumineuse. On va donc mesurer une intensité 200 fois plus grande. C'est si on était à la même distance. Okay. Puis justement, là, la distance qui arrive, c'est que l'étoile B, elle est située 10 fois plus loin que l'étoile A. Okay. Fait que juste pour ce qui est de la distance, là, on se rappelle tout à l'heure que la distance, ben, l'intensité varie comme 1 sur d au carré. Fait qu'un objet qui est placé 10 fois plus loin, on devrait le voir là, 1 sur 10 au carré. Donc 1 sur 100, on devrait le voir 100 fois moins intense. Okay. Fait qu'il faudrait comme diviser notre intensité par 100. Okay. Fait que c'est ça, il y a deux effets. L'effet juste de la luminosité ferait qu'on ferait fois 200. Puis juste l'effet d'éloignement avec la distance ferait qu'on devrait diviser par 100. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que les deux effets se produisent comme en même temps. L'étoile est en même temps 10 fois plus loin, puis en même temps 200 fois plus lumineuse. Fait que le résultat, c'est comme si on faisait ces deux affaires-là en même temps. Fait que si vous faites en même temps fois 200 puis divisé par 100, c'est comme si vous faisiez juste fois 2, hein, parce que 200 divisé par 100, ça fait juste 2. Donc, ça veut dire que ce qu'on va observer au total, c'est l'effet combiné de ces deux affaires-là. Fait qu'on va observer quelque chose qui est 2 fois plus grand que ce qu'on avait initialement. Fait que 1000 fois 2, ça fait donc 2000. Fait qu'on va observer une intensité de 2000 watts par mètre carré. On va regarder l'étoile B. Okay. Puis, en faisant ce calcul-là, je vais juste vous faire remarquer que vous voyez que les étoiles les plus proches n'apparaissent pas nécessairement les plus brillantes. Hein? Quand la petite personne va regarder les deux étoiles, l'étoile A, l'étoile B, elle va juste voir deux points blancs dans le ciel, dans la nuit, mais elle verrait que le point qui correspond à l'étoile B, c'est un point qui est 2 fois plus intense, 2 fois plus blanc, 2 fois plus brillant que le point qui correspond à l'étoile A, puis pourtant on le voit, l'étoile A est située pour vrai beaucoup plus proche de la planète Terre que l'étoile B. Okay. Fait que c'est vraiment une question que celle-là, elle émet beaucoup plus de lumière. Oui, elle est plus loin, mais bon, en bout de ligne, là, ça se compense un petit peu. Et fait que c'est ça. Faut pas trop sauter vite aux conclusions. Fait que ici, vous le voyez bien, là, les étoiles les plus proches n'apparaissent pas nécessairement les plus brillantes. Fait que quand vous regardez des étoiles dans le ciel la nuit, il faut pas dire là, ah oui, celles-là sont plus brillantes, sont plus proches de nous, celles-là sont moins brillantes, sont plus loin. Ah, ça veut pas dire, ça dépend aussi de la luminosité que les étoiles vont émettre. Okay. Puis un autre exemple, un peu le même principe. Fait que vous avez là, une petite situation qui est décrite. Là, je vous dis, encore une fois, un observateur qui regarde deux étoiles. En regardant l'étoile A, on dit il détecte là, 1000 watts par mètre carré. Combien de watts par mètre carré il va voir quand il va observer l'étoile B. Okay. Les étoiles sont différentes. Okay. L'étoile B est moins lumineuse. Elle émet 10 fois moins de lumière que l'étoile A, mais elle est plus proche. Peut-être ça va compenser un petit peu. Encore une fois, allons-y une chose à la fois. Juste pour ce qui est de la luminosité. L'étoile B, elle est 10 fois moins lumineuse que l'étoile A. Fait que si c'est juste une question de luminosité, là, on ferait juste faire diviser par 10. Okay. Parce que la luminosité est 10 fois plus petite que celle-là. Par contre, l'étoile B, elle est plus proche de l'observateur que l'étoile A. Fait que ça va avoir tendance à faire augmenter son intensité. Et si on voit, c'est un facteur 4. L'étoile B, elle est 4 fois plus proche de la Terre que l'étoile A. Puis comme ça marche comme le carré, fait que quand vous êtes 4 fois plus proche, vous devriez en principe voir l'intensité 4 fois plus importante. 4 au carré, donc 16 fois plus importante. Fait qu'il faudrait faire fois 16 ici. Okay. Fait que si vous faites en même temps divisé par 10 et fois 16, ben ça va correspondre à faire fois 1.6. Okay. Donc notre situation initiale, quand on regarde l'étoile A, c'était 1000 watts par mètre carré. Si on fait 1000 fois 1.6, ça va donc donner 1600. 1600 watts par mètre carré. Et si on regarde qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, on voit que les étoiles les plus lumineuses n'apparaissent pas nécessairement les plus brillantes. Par exemple, ici, l'étoile A, là, dans cette situation-là, elle émet 10 fois plus de lumière que l'étoile B. Fait qu'elle est pas mal plus
énergétique, là. Elle émet 10 fois plus de lumière. Fait qu'elle émet 10 fois plus de joules à chaque seconde. Mais pourtant, quand on regarde dans le ciel, on va voir que l'étoile B, elle est plus intense. On va voir un petit rond là, qui est blanc, plus brillant, parce que ben elle était plus proche de nous. Okay? Fait qu'encore une fois, ça veut juste vous dire que faut pas sauter trop vite aux conclusions. Quand on regarde des petits points la nuit, là, on peut pas dire là, que les points les plus brillants, les étoiles les plus proches ou quoi que ce soit. Là. Ça dépend vraiment de la distance à laquelle les objets vont se trouver de nous. Ça a une grande influence. Ça fait que c'est vraiment une combinaison là, de la luminosité et la distance qui va déterminer quelle intensité on va regarder. C'est sûr, la formule, c'est ça. La formule, ça dit l'intensité, c'est égal à la luminosité divisé par 4pi d carré si on l'écrit en système international. Donc, c'est exactement ça. L'intensité que vous allez observer quand vous allez regarder une étoile, ça dépend de deux choses. De sa luminosité et de sa distance. Okay. Voilà. Fait que maintenant qu'on s'est familiarisé un peu plus en détail, on a passé quand même un peu de temps là-dessus, là, à étudier un petit peu puis à bien comprendre cette formule-là. Je vais faire ça parce que ça va nous aider à comprendre la suite. Okay? C'est que en se servant de cette formule-là, okay, c'est avec ça qu'on va être capable d'un petit peu comme pallier à la difficulté là, qui était que les étoiles qui sont plus éloignées que 1000 années-lumière, on n'arrive pas à estimer correctement leur distance là, en se servant de la technique de la parallaxe annuelle, c'est ça. Fait qu'il fallait trouver une autre façon. Okay? Puis l'autre façon, ça va être en utilisant cette équation-là. Okay. Il y a plusieurs techniques. Il y a au moins deux techniques qui sont présentées là, si vous avez lu le livre. Là. Puis la première technique, c'est ça s'appelle la technique des étoiles jumelles. Okay, fait que je vais faire un petit mot pour tenter de vous expliquer là, comment ça fonctionne. Je vais juste réécrire l'équation ici. Donc l'intensité, c'est égal à la luminosité divisé par 4pi d au carré. Okay. Comme je disais tout à l'heure, c'est que l'intensité, ça c'est quelque chose qui se mesure très très facilement avec un petit détecteur de lumière. Fait que vous prenez un détecteur de lumière, vous le pointez vers une étoile là, que vous observez vers un petit point blanc dans le ciel la nuit et vous allez enregistrer c'est quoi l'intensité de la lumière. Donc ça c'est facile parce que ça dépend de l'observateur. Fait que quand vous, en tant qu'observateur, vous observez une étoile, vous allez mesurer un certain nombre de watts par mètre carré. Fait que ça ici, l'intensité, c'est facile à mesurer. Il n'y a pas de problème avec ça. Okay. Les deux autres choses ici, ce qui arrive, c'est que la luminosité, ça se mesure pas directement parce que quand on regarde un petit point dans le ciel la nuit, on sait même pas c'est quoi, de quelle étoile il s'agit, fait qu'on peut pas savoir si c'est une étoile qui émet beaucoup d'énergie ou pas beaucoup d'énergie, on connaît pas la physionomie de l'étoile, fait que ça c'est comme un peu inconnu. Puis quand on regarde un petit point blanc dans le ciel la nuit, ben on sait pas non plus vraiment à quelle distance il se trouve, est-tu loin, est-tu proche, on sait pas. Okay. Ben ça dépend. Quand c'est des étoiles qui sont plus proches que 1000 années-lumière de nous, là on est capable de trouver facilement les distances avec la parallaxe annuelle. Mais si on observe une étoile qui est située plus loin que 1000 années-lumière de nous, là on n'a aucune façon vraiment facile de trouver sa distance. Fait que là on est un petit peu bloqué parce qu'on a une formule avec 3 variables. De ces 3 variables-là, il y en a une qu'on est capable de mesurer facilement, mais les deux autres, on ne sait pas, ni l'une ni l'autre. Okay. Mais encore une fois, vous allez voir, les gens ont été ingénieux, ont trouvé des stratégies pour être capables de trouver et calculer la distance des étoiles qui sont plus loin que 1000 années-lumière de nous. Donc l'idée, c'est que il n'y a pas 50 000 possibilités. Si vous êtes capable de mesurer I sans problème et que vous voulez trouver D, okay, ben vous n'avez pas le choix, ça veut dire que vous devez connaître la luminosité ou en tout cas être capable de l'estimer. Okay, fait que si vous êtes capable de mesurer I puis d'estimer L, là vous êtes capable de calculer D puis trouver à quelle distance les étoiles se trouvent. Fait que c'est tout ça, il y a deux techniques que je vais vous présenter maintenant. La première technique, ça s'appelle la méthode des étoiles jumelles. Okay. Comment ça fonctionne cette affaire-là? Ben, premièrement, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils ont commencé par regarder et à étudier comme il faut là, les étoiles qui se trouvaient relativement proches de la planète Terre, donc qui se trouvaient dans les 1000 premières années-lumière. Pour ces étoiles-là, comme elles se trouvaient proches de nous, on était capable de trouver facilement leur distance en utilisant la technique de la parallaxe annuelle. Donc, techniquement, c'est qu'on les observait, on mesurait leur intensité, ça c'est facile à mesurer. On pouvait trouver leur distance D par la technique de la parallaxe annuelle, et donc on calculait leur luminosité. Okay. Ça veut dire que toutes les étoiles qui se trouvent là à moins de 1000 années-lumière de nous, on connaît bien leur luminosité. On est capable de la calculer. Parce comme elles étaient proches de nous, on pouvait trouver facilement leur distance par la parallaxe annuelle. Fait qu'on est parti comme ça.
Okay? Puis en faisant ça, en étudiant comme il faut les étoiles qui étaient proches de nous, on s'est rendu compte que, premièrement, c'est pas toutes les étoiles qui avaient la même luminosité. Il y en a qui avaient des luminosités plus grandes, d'autres plus petites. Okay? Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on regarde une étoile, ça c'est un sujet qu'on abordera un peu plus tard là, dans la section, je pense, S07. En tout cas, un peu plus tard, on va regarder ce qu'on appelle le spectre des étoiles. Donc, ce que vous allez voir, c'est que les étoiles, ça émet pas toutes la même sorte d'énergie. Quand on parle de ce qu'émet une étoile, souvent on pense à la lumière, la lumière, là, la lumière visible, mais les étoiles, ça émet d'autres choses que ça émet des rayons X, ça émet des rayons ultraviolets, des fois on en parle, hein, le soleil émet des rayons ultraviolets, des rayons X, ça émet de l'infrarouge, ça peut émettre un petit peu de rayons X, de rayons gamma, des choses comme ça. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est pas toutes les étoiles qui ont le même spectre lumineux, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles, mettons, qui émettent, je sais pas, là, plus d'infrarouge, puis moins de rayons UV. Il y a des étoiles qui émettent plus de rayons UV, puis moins d'infrarouge. Mettons, c'est pas toutes les étoiles qui émettent les mêmes sortes de lumière avec la même intensité. Puis quand on trace des graphiques, en fonction des longueurs d'onde, ou des fréquences, ça revient un petit peu au même, il y a comme des formes caractéristiques. Okay? On se rend compte que certaines étoiles qui ont tel genre de graphique, là, qu'on appelle ça les spectres lumineux, mais comme je vous dis, on en reparlera un peu plus tard dans la section. Mais en tout cas, juste pour vous dire qu'il y a des étoiles qui ont le même genre de spectre, puis des étoiles qui ont des spectres légèrement différents. Puis en analysant tout ça, on s'est rendu compte que les étoiles qui avaient les mêmes spectres lumineux avaient aussi les mêmes luminosités. Okay? Ça, c'est ce qu'on appelle des étoiles jumelles. Fait que ça veut dire que si, mettons, on regarde dans les étoiles qui sont proches de nous, on s'est rendu compte que, mettons, je sais pas, là, cette étoile-là, avait exactement un spectre très, très, très semblable. Donc, il émettait la même proportion, mettons, de rayons UV versus infrarouge, peu importe. Il y avait vraiment la même signature spectrale. Okay? Et on s'est rendu compte qu'il y avait la même luminosité. On a fait ça un peu partout, puis on s'est rendu compte que, ah oui, mais cette étoile-là aussi, elle a le même spectre que ces deux-là, elle a la même luminosité. Puis là, on a fait ces études-là. Okay? Puis là, maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on fait, c'est que quand on observe une étoile qui est plus loin que 1000 années-lumière, mettons, elle est à, je sais pas, là, 5000 années-lumière de nous, quand on la regarde, ben, on peut pas faire la technique de la parallaxe annuelle parce qu'elle est trop loin, ça marche pas. Fait qu'on peut pas trouver directement sa distance, mais on est quand même capable de voir son spectre, la composition de son spectre. Okay? C'est sûr que son spectre, on va le voir plus faiblement que quand on regarde les spectres ici, parce que bon, c'est plus loin, l'énergie a le temps de plus se diluer, mais le spectre d'une étoile, ça dépend pas tant que ça de est-ce que c'est fort ou moins fort, ça dépend vraiment des proportions. Fait que si on se rend compte que cette étoile-là, elle aussi, elle émet, mettons, je sais pas, là, on va dire 2 fois plus de rayons UV que d'infrarouge, ou en tout cas quelque chose comme ça. Puis si on se rend compte qu'elle a exactement la même forme de spectre que ces étoiles-là qui sont déjà connues, puis qu'elles, on connaît leur luminosité, ben ça, on va dire, ok, on observe une étoile, est à une distance inconnue, on peut mesurer son intensité, ça c'est facile à mesurer, puis on se rend compte que cette étoile-là a exactement la même luminosité que, mettons, cette étoile-là. Fait qu'on va dire, cette étoile-là, cette étoile-là, on va dire que ce sont des étoiles jumelles. Comme elles sont des étoiles jumelles parce qu'elles ont le même spectre, on va donc supposer qu'elles ont la même luminosité. Okay? Donc là, si vous venez de estimer ou de découvrir, ou en tout cas d'approximer la luminosité que cette étoile-là a, ben là vous êtes correct parce que vous êtes capable de mesurer son intensité facilement. Si vous avez une bonne idée de c'est quoi sa luminosité, là vous allez être capable de venir calculer sa distance, ou en tout cas d'estimer ou d'approximer sa distance, puis vous allez dire, ah ok, on vient de calculer à quelle distance se trouve cette étoile-là, donc on le sait maintenant qu'elle est à telle distance. Okay. C'est ça la technique des étoiles jumelles, c'est vraiment là, en comparant les spectres des étoiles, qu'on est capable de faire ça, mais ça présuppose qu'on a d'abord là, étudié bien en détail toutes les étoiles qui se trouvaient proches là, à moins de 1000 années-lumière de nous. Puis là, on est capable d'utiliser les connaissances qu'on a trouvées en faisant ça pour aller trouver des distances d'étoiles qui sont encore plus loin. Et ça, c'est une technique qu'on peut utiliser. Dans le livre, on en donnait différents exemples, mais il y a une autre sorte de technique qui existe, qui est complètement différente, mais vous allez voir, c'est un peu le même esprit, c'est un peu la même idée de base. Là. C'est que, vous le savez peut-être pas, mais comme je disais, il y a différents types d'étoiles hein, dans l'univers, pour toutes les étoiles qui sont pareilles. Et il y a des étoiles qui ont un comportement un peu étrange, qui s'appellent des céphéides. Okay, vous avez le mot là, ici, quelque part, le céphéide. Okay. Une céphéide, c'est quoi? C'est une étoile, comme je disais, un petit peu spéciale, un petit peu étrange. Et les céphéides, ce qu'elles font, c'est qu'elles n'ont pas toujours le même rayon. Elles vont comme
ils vont faire des pulsations. Fait que comme vous voyez sur l'animation, elles vont dans le fond, elles vont grossir, rapetisser, grossir, rapetisser, grossir, rapetisser. Un peu comme un cœur qui bat ou quelque chose comme ça, là. Ça fait une espèce d'oscillation, de pulsation. Fait que l'étoile va changer de grosseur comme ça. Mais c'est tout le temps, c'est régulier, c'est périodique, c'est tout le temps le même mouvement là, qui se répète. Okay. Et évidemment, si l'étoile change de volume comme ça, ben là, ça a des effets évidemment sur sa pression, parce que des fois l'étoile est plus comprimée, des fois elle l'est moins, fait que ça change sa température aussi. Évidemment, c'est comme la loi des gaz parfaits, là. Quand c'est plus comprimé, c'est plus chaud, quand c'est plus dilué, c'est plus froid. Et là, ben quand c'est plus chaud, ça va émettre ça va émettre plus d'énergie que quand c'est plus froid. Fait que tu sais, la luminosité, en fait, l'intensité va changer. Des fois, l'étoile est plus brillante, des fois, elle est moins brillante, fait que l'intensité va changer. Okay? Mais on s'est rendu compte qu'il y a un lien direct là, entre la période de pulsation des céphéides, parce que c'est pas toutes les céphéides qui pulsent de la même façon. Il y en a qui vont pulser plus rapidement, il y en a qui vont pulser plus lentement. Okay? Mais on s'est rendu compte que la période de pulsation des céphéides est directement reliée à leur luminosité. La relation, c'est environ ça. Fait que si vous prenez la période de pulsation d'une céphéide, que vous l'exprimez en jours, puis vous faites x 400, ça donne la luminosité moyenne de la céphéide. Okay. Pour vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour vrai, il y a comme deux types de céphéides qu'on appelle céphéides de type 1, céphéides de type 2. Cette formule-là s'applique juste aux céphéides de type 1. Okay. Mais, inquiétez-vous pas, je vais pas vous piéger avec ça dans les examens. Là, quand on va parler de céphéides là, dans notre cours d'astrophysique, ça va toujours être des céphéides de type 1. Fait que si dans une question d'examen, vous voyez ça, là, une céphéide, une certaine période, vous pouvez dire, ok, c'est une céphéide de type 1, j'ai le droit d'utiliser cette équation-là. Okay. Puis justement, la technique est basée sur quoi? Encore une fois, c'est qu'on a d'abord étudié bien comme il faut toutes les étoiles qui se trouvaient là, à moins de 1000 années-lumière de nous. Pour ces étoiles-là, on est capable de mesurer facilement leur intensité, comme je te dis, ça c'est facile à mesurer, aucun problème avec ça. Et comme ce sont des étoiles qui sont à moins de 1000 années-lumière de nous, on a été capable de trouver leur distance là, par la technique de la parallaxe annuelle, donc là ça va. Puis on s'est rendu compte que parmi les étoiles qui étaient à moins de 1000 années-lumière de nous, il y a des céphéides. Il y en a qui sont... C'est pas toutes les étoiles qui sont des céphéides, il y en a qui sont pas des céphéides. Le soleil, par exemple, c'est pas une céphéide. Le soleil est tout le temps un rayon qui est le même. Là. Mais il y a certaines étoiles qui sont des céphéides. Okay. Et parmi ces céphéides-là, elles ont pas toutes la même période de pulsation. Fait que si je vais essayer de l'illustrer, fait qu'il y a par exemple celles-là qui vont osciller plus rapidement, puis mettons celles-là qui vont osciller plus lentement, il y en a qui oscillent moyennement rapidement, tout ça. Puis on s'est rendu, là, c'est ça. Fait que comme ces étoiles-là, elles sont proches de nous, on est capable de connaître leur distance, puis si on mesure leur intensité, donc on fait calculer leur luminosité. C'est là qu'on s'est rendu compte que les céphéides qui avaient la même pulsation avaient la même luminosité. Okay. Il y a un lien direct là, entre la période de pulsation et la luminosité, on l'a écrit ici. Okay. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a réussi à établir ça, en étudiant comme il faut ce qui se passait proche de nous, là c'est le fun parce que si on observe une étoile qui est très 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 loin, okay, à beaucoup plus que 1000 années-lumière, mais que par chance, l'étoile qu'on observe est une céphéide, ben c'est le fun parce qu'en l'observant, on va la voir pulser, hein, fait qu'on va son intensité va diminuer, augmenter, mais ça va faire quelque chose qui est périodique. On peut trouver facilement c'est quoi sa période. Il s'agit juste de l'observer pendant un certain temps pour regarder c'est quoi sa période. Et ben si c'est une céphéide, c'est le fun parce que dès qu'on connaît sa période, on convertit sa période en jours, ben x 400 ça donne sa luminosité. Fait que ça nous permet tout de suite comme ça de trouver c'est quoi la luminosité de la céphéide. Et si on connaît sa luminosité, puis qu'on est capable de mesurer facilement son intensité, ben là, on calcule, on isole D, puis on calcule la distance. Fait qu'on vient de trouver à quelle distance de nous se trouve cette céphéide-là. Okay. Fait que c'est une technique qui est différente de la technique des étoiles jumelles, mais c'est un petit peu la même idée dans le sens que faut d'abord commencer par étudier très bien là, ce qui se trouve proche de nous. Ça nous permet de comprendre là, certains trucs, certains patterns là, qui se répètent. Puis une fois qu'on a bien compris ça, là on est capable d'utiliser les connaissances qu'on a trouvées ici pour aller appliquer ça à des trucs qui se trouvent plus loin, puis ça nous permet de calculer des distances. Okay. Fait que ça aussi, il y a des exemples dans le livre.
Okay? Puis ce que je veux dire maintenant, c'est que en utilisant cette technique-là, fait que la technique des étoiles jumelles et la technique là, des céphéides, on était capable de calculer la distance d'étoiles qui se trouvaient de plus en plus loin de nous, à plus que 1000 années-lumière. Et en fait, on a observé dans un premier temps toutes les étoiles qui étaient à une distance qui allait jusqu'à 25 000 années-lumière de nous. Okay? Puis ce qui est arrivé, je vais juste vous faire montrer une petite image là. Ce qui est arrivé, c'est à peu près ça. Fait qu'au début, on avait le soleil qui était là. Puis on regardait dans toutes les directions autour de nous. Puis on a trouvé plein d'étoiles qui se trouvaient là. On a été capable d'identifier des étoiles qui se trouvaient jusqu'à 25 000 années-lumière de nous. Okay? Mais après ça, quand c'était plus loin que 25 000 années-lumière, on détectait plus rien. Fait que pendant un certain temps, les gens ont pensé que le soleil était comme situé au centre de ce qu'on appelait à ce moment-là, pas l'univers ou peu importe. Fait qu'on pensait que le soleil était situé relativement au centre d'une espèce de disque d'étoiles qui mesurait là, à peu près 50 000 années-lumière de diamètre, ou 25 000 années-lumière de diamètre, ou 25 000 années-lumière de diamètre. Okay. C'est ça. Fait que pendant un certain temps, les gens pensaient que le soleil était au centre de l'univers, on va dire. Okay. Mais en vérité, ce qui arrive, c'est que ça arrête pas là. Les étoiles, il y en a encore plus par ici, il y en a encore plus par là. C'est juste que, c'est un truc qu'on parlera dans d'autres cours, là, mais arrivé à un certain point, c'est que dans l'univers, il y a ce qu'on appelle de la poussière interstellaire. Puis, quand on regarde dans une certaine direction, ben, cette poussière interstellaire-là va finir par nous brouiller la vue. Ça va faire comme une espèce de brume, si vous voulez. Ça va comme faire en sorte qu'on va voir de moins en moins bien, puisqu'on regarde loin, puis à partir d'une certaine distance, on n'arrive plus à rien voir. Fait qu'on pensait que les étoiles arrêtaient là. Mais dans le fond, il arrête pas là, il continuait, c'est juste que, bon, on ne les détectait plus. Fait que ça, c'était une chose. Fait que pendant un certain temps, les gens pensaient que le soleil était situé au centre de l'univers, puis tout était beau. Okay? Sauf que, en regardant comme il faut, les gens ont observé ce qu'on appelle des amas globulaires. Donc, des espèces de petits groupes d'étoiles, des espèces de petits regroupements d'étoiles, des espèces de petits nuages comme ça de matière, là, qui faisait pas partie de l'espèce de disque principal, il était comme un peu à l'extérieur du disque, et ces petits amas globulaires-là, ils tournaient. Okay? Ils tournaient autour de quelque chose qui était pas le soleil. Okay? Puis même quand on regardait les petits, quand on en détectait des fois quelques-uns, on essayait d'extrapoler un petit peu leur orbite, puis on se rendait compte que tous les petits amas globulaires comme ça qu'on observait, il était en orbite, mais il semblait être en orbite autour d'un certain point central. Et ce point central-là était situé à l'extérieur, il était situé comme plus loin que l'univers connu à cette époque-là. Fait qu'imaginez comment que ça a dû être weird, là, les gens à cette époque-là. Ils pensaient qu'ils avaient comme tout cartographié l'univers au complet. Puis ils disaient, le soleil est au centre d'un univers là, qui mesure 25 000 années-lumière de diamètre, tout ça. Puis là, tout à coup, ils se rendent compte que ils observent plein d'objets qui semblent vraiment tourner autour d'un point central qui est situé complètement à l'extérieur de ce qu'on a là. Fait que là, les gens ont dû dire, ah ouais, c'est bizarre ça. Fait que sûrement qu'il y a quelque chose ici, là, on sait pas quoi. Il doit y avoir quelque chose de spécial là, qui doit être comme vraiment important. Puis peut-être que finalement, c'est plus ça qui est le centre de l'univers que nous, parce que il y a plein de choses qui semblent tourner autour de cette affaire-là. Okay. Et effectivement, ben, c'est un peu ça qui arrive. C'est que dans la vraie vie, comme je disais tout à l'heure, c'est que de la poussière interstellaire qui nous empêchait un petit peu de voir trop loin. Mais on a trouvé des techniques là, pour voir comme un peu à travers cette poussière interstellaire-là. Je vous en parlerai dans les prochains cours. Là. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que bon, quand on a réussi à développer de la technologie puis des techniques pour voir mieux que ça, là, on s'est rendu compte que finalement, là, effectivement, nous, on est dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et l'espèce d'affaire mystérieux qu'il y avait au centre, c'était tout simplement le centre de la galaxie, le centre de la Voie lactée. Et toutes les étoiles sont en orbite autour de ce centre-là. Puis même le Soleil, le Soleil n'est pas immobile dans la galaxie. Le Soleil, lui aussi, est en orbite. Hein. Il tourne là, sur une trajectoire plus ou moins circulaire. Il est en orbite là, autour du centre de la galaxie. Okay. Fait que finalement, il n'y a aucun mystère. Là. Tout est beau, tout est limpide. C'est juste que tous les objets tournent en orbite autour du centre de la galaxie, autour du centre de la Voie lactée, tout simplement. Okay. Mais ça vous montre quand même l'évolution des idées. Okay. Puis c'est un peu comme une espèce si vous voulez, de répétition, là, dans le sens que pour les modèles là, qu'on a vus, là, le modèle géocentrique puis héliocentrique, au début, les gens pensaient que la planète Terre était le centre de l'univers puis que tout tournait autour de la Terre.
Puis après ça, avec les connaissances qui se sont améliorées, on s'est rendu compte que, ah non, finalement, on s'était trompé, c'est plus le Soleil qui est au centre de l'univers, puis la Terre est en orbite autour du Soleil. Puis là, c'est comme un peu la même histoire qui se répète, c'est que pendant un certain temps, on pensait que le Soleil était au centre de l'univers, puis après ça, on s'est rendu compte que, ah non, finalement, le Soleil n'est pas au centre de l'univers, c'est comme quelque chose qui s'appelle la galaxie, là, la Voie lactée, puis ça, c'est le centre de l'univers, puis tout tourne autour de ça. Puis là, encore une fois, pendant un certain temps, les gens pensaient que la Voie lactée, c'était vraiment le centre de l'univers. Okay? Jusqu'à ce que un monsieur qui s'appelle Hubble, qu'on va, le mot Hubble, vous allez l'entendre plusieurs fois dans le cours d'astronomie et astrophysique, même vous l'avez peut-être déjà entendu. Il y a un télescope qui s'appelle le télescope spatial Hubble, qui est justement, le nom au télescope a été donné là, en l'honneur à ce monsieur-là ici, qui s'appelle Edwin Hubble. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est que il observait comme ça des étoiles avec un télescope. Puis à un moment donné, il a vu une étoile, en tout cas, ce qui pensait être une étoile, ou un petit amas globulaire, c'est quelque chose d'un petit peu nébuleux, on appelle d'ailleurs ça une nébuleuse. Et finalement, on s'est rendu compte que ce qu'il a observé, c'était pas une étoile, c'était pas un amas globulaire, c'était carrément une galaxie. C'était une autre galaxie. Okay? C'est la première fois qu'on observait, qu'on venait de découvrir là, une galaxie qui n'était pas la Voie lactée, c'était une autre galaxie, qui était donc située à l'extérieur de notre galaxie à nous, donc à l'extérieur de ça ici. Okay. Et là, on s'est rendu compte que justement, ce qu'on voyait, ce que Hubble avait découvert, c'était que on n'était pas la seule galaxie dans l'univers. Il y en avait d'autres. Okay. Au début, on a trouvé une, c'est sûr, la première, mais après, on a découvert d'autres aussi. Fait que ça veut dire qu'on s'est rendu compte que, en fait, dans l'univers, il n'y a pas juste une galaxie, il y en a des centaines, des millions, même des milliards. Okay. En fait, on pense que l'univers est infini. Donc, l'univers contient techniquement une infinité de galaxies, mais il y en a au moins là, des centaines de milliards qu'on est capable d'observer. Fait qu'on n'est vraiment pas le centre de l'univers, on est vraiment juste une galaxie parmi des milliards d'autres. Puis même à l'intérieur de notre galaxie, on est juste une planète qui est en orbite autour d'une étoile, mais le Soleil, c'est pas une étoile spéciale, c'est une étoile parmi des milliards d'autres dans la galaxie. Fait qu'on est vraiment là, tu sais, on n'est pas un point central, on n'est pas le centre de l'univers, pas du tout. On est vraiment juste un point quelconque là, dans l'univers. Okay. Ça, puis juste pour donner une idée aussi que, comme je disais tout à l'heure, chaque technique pour mesurer les distances, ça a une certaine limite. Okay? Puis même la technique qu'on a vue, la technique des étoiles jumelles, la technique des céphides, ça marche bien. Okay? Mais ça a quand même une certaine limite, c'est qu'à un moment donné, les objets, s'ils sont situés trop loin de nous, ils seront plus assez brillants. On ne pourrait plus les détecter. Une étoile qui est située à des milliards d'années-lumière de nous, là, elle n'émet pas assez de lumière, on ne sera pas capable de la détecter. Okay? Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser des objets qui sont plus brillants, qui émettent plus de lumière qu'une simple étoile. Donc on va arriver à les voir, même s'ils sont situés plus loin. Okay? On appelle ça là, des étalons standards. C'est comme des espèces de gabarits, si vous voulez, c'est comme des genres de points de référence, des objets ou des phénomènes qui se produisent dans l'univers, qu'on connaît à peu près leur luminosité, et sachant ça, on est capable d'estimer leur distance. Okay. Par exemple, là, il y en a trois qu'on peut parler, par exemple, les étoiles les plus brillantes d'une galaxie. Dans une galaxie, il y a plusieurs étoiles, il y en a à peu près une centaine de milliards, et c'est pas toutes les étoiles qui ont la même luminosité. Il y en a qui sont plus brillantes, d'autres moins brillantes. Okay. Le Soleil, par exemple, on sait qu'il y a une luminosité solaire. Il y a beaucoup d'étoiles qui sont moins brillantes que le Soleil, mais il y en a beaucoup qui sont plus brillantes que le Soleil aussi. Puis en analysant les galaxies qui sont proches de nous, on s'est rendu compte que, en général, dans une galaxie, les étoiles qui sont les plus brillantes ont une luminosité d'environ 400 000 luminosités solaires. Okay. Fait que sachant ça, c'est que si, mettons, vous observez une galaxie dans l'univers, puis qu'elle est située très 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 loin de vous, fait que vous ne verrez pas nécessairement toutes les étoiles de la galaxie, parce que les étoiles qui sont pas assez brillantes, vous les verrez juste pas. Vous allez juste pas les détecter. Okay, vous les verrez pas. Mais vous allez juste voir quelques étoiles dans la galaxie. Puis là, vous pouvez supposer que les quelques étoiles que vous arrivez à voir, c'est probablement les étoiles les plus brillantes de cette galaxie-là. C'est pour ça que vous arrivez à les voir. Donc, probablement qu'ils ont une luminosité qui est à peu près de l'ordre de 400 000 luminosités solaires. Donc, sachant ça, vous êtes capable d'utiliser l'équation là, intensité, luminosité, distance, puis d'estimer à peu près c'est quoi la distance qu'il y a entre vous et cette galaxie-là. Okay. Fait que c'est un exemple. Une autre chose qu'on sait, c'est qu'une galaxie au complet là, de ce type-là, SC1, on en reparlera un peu plus tard des galaxies, il y a des différents types, là, mais une galaxie
SC1, ça a une luminosité d'environ 2,5 milliards de luminosité solaire. Fait que si à un moment donné, vous regardez une galaxie comme ça qui est située tellement loin de vous, que vous la voyez très petite, là, ben, si vous êtes capable de la voir assez bien pour voir un peu sa forme, puis dire ah oui, ok, ça c'est une galaxie de type SC1, ben vous pouvez supposer qu'elle a à peu près 2,5 milliards de luminosité solaire, parce que toutes les galaxies de type SC1 qu'on observe proche de nous, ils ont cette luminosité-là. Fait que c'est un peu l'équivalent de la technique des étoiles jumelles, mais appliquée aux galaxies. Okay. Puis il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a par exemple, mettons les supernovas. Ça aussi, on va en reparler là, dans d'autres cours. Là. Une supernova, c'est un phénomène assez rare qui se produit dans l'univers. Puis c'est une étoile qui arrive en fin de vie qui va exploser. Mais c'est vraiment une explosion qui est très forte, là, très énergétique. Et c'est un phénomène qui se produit juste dans certaines conditions bien particulières. Et on comprend ce phénomène-là. Puis c'est comme une recette. Là. Quand ce phénomène, quand telle condition se produise, ben, le phénomène de la supernova survient. Puis la supernova, c'est un processus qu'on est capable de décrire physiquement, puis ça fonctionne toujours de la même façon, puis ça libère toujours la même genre de luminosité. Fait qu'on sait que quand une étoile est en train d'exploser puis de faire une supernova, sa luminosité, c'est toujours à peu près là, 10 milliards de luminosité solaire. Okay. Fait que sachant ça, ça nous aide à toujours repousser un petit peu les limites. C'est que bon, on est capable d'aller comme ça estimer des distances d'objets qui se trouvent de plus en plus loin. Okay. Le problème, c'est que quand on fait ça, ben, on est tout le temps en train, tu sais, comme on se sert tout le temps comme de l'étape d'avant pour aller pousser comme une coche plus loin. Okay. Puis à chaque étape de raisonnement comme ça, évidemment, on accumule les erreurs et les incertitudes avec nous. Okay. Je fais comme une petite animation, vous allez comprendre facilement, c'est assez imagé. Là. Imaginez que je vous montre cette image-là comme ça. Puis tout ce que je vous dis, c'est que le petit carré rouge ici, là, sur mon image, il mesure 1 de large. Mettons, pour 1 cm ou 1 mètre, là, juste 1. Mettons 1 mètre. Okay. Fait que, sachant que le petit carré rouge mesure 1 mètre, je vous demande, est-ce que vous êtes capable de me dire le rectangle jaune ici, il mesure combien? Vous devriez être capable de faire ça. Okay. Vous devriez être capable de trouver que la réponse, c'est 12. Okay. Parce que vous faites juste plusieurs petites déductions, plusieurs petites étapes de raisonnement. Vous dites, ben, le carré rouge, il mesure 1. Fait en regardant ça ici, je suis capable de déduire que le rectangle vert, il mesure 3. Là, sachant que le rectangle vert mesure 3, vous regardez ça, vous dites, ah, ok, là, je viens de trouver que mon rectangle bleu ici mesure 6. Là, sachant que le rectangle bleu mesure 6, vous regardez ça, vous dites, ah, le rectangle jaune, il mesure 12. Okay. Ça, vous avez été capable de dire que le rectangle jaune mesure 12 parce que ben, vous avez fait plusieurs étapes de raisonnement, mais à chaque étape, vous n'aviez pas d'incertitude nécessairement exacte. Okay. Maintenant, si je vous pose la même question, mais ce que je vous montre comme image, c'est ça comme ça. Là, vous allez avoir un problème parce qu'il n'y a rien qui arrive juste. Okay. Donc là, vous pourriez dire comme, ok, un rectangle vert, ça mesure un peu plus que 3 unités. Mais combien exactement? Bah, dur à dire. C'est moins que 4, peut-être 3.5, peut-être 3.4. Vous avez une certaine incertitude. C'est à peu près un petit peu moins que 3.5 peut-être. Ok, c'est bon. Fait que là, maintenant que vous savez ça, là, si je vous montre ça comme ça, vous dites, bon, ok, là, mon rectangle bleu, il mesure un petit peu moins que 2 rectangles verts. Mais déjà, mon rectangle vert, je savais pas exactement combien il mesurait. Fait que vous allez pouvoir estimer à peu près c'est quoi la largeur du rectangle bleu, mais vous serez pas certain. Puis en tout cas, quand vous allez arriver ici pour dire votre étape, là, quand vous allez arriver ici pour dire c'est quoi la largeur du rectangle jaune, vous allez pouvoir donner un chiffre là, approximé, mais il ne sera pas exact. Okay? Fait que c'est un peu ça l'idée, c'est que quand on veut trouver les distances ou estimer les distances des objets qui sont de plus en plus loin dans l'univers, ben on est obligé de faire plusieurs étapes successives de raisonnement, si vous voulez. Puis à chaque fois qu'on fait des étapes de raisonnement, ben nécessairement on va comme traîner les incertitudes qui proviennent de l'étape précédente. Okay. Puis c'est ça, quand on est rendu à estimer des objets qui sont situés là, à des centaines de millions, même des fois centaines de milliards d'années-lumière de nous, on a fait tellement d'étapes de calcul que les incertitudes, additionnés ensemble, ça peut devenir assez gros, de l'ordre d'à peu près 15%. Fait qu'imaginez, c'est comme si on faisait une espèce de raisonnement comme ça, mais là aussi vous avez fait comme mettons 1, 2, 3 étapes avant de trouver votre réponse. Imaginez que vous faites une espèce de raisonnement comme ça, mais vous n'avez pas 3 étapes, vous avez mettons 20 étapes à faire. Là. Fait que quand vous arrivez à la fin, là, puis que vous donnez votre réponse, là, il y en a de l'incertitude parce que vous avez tout traîné les incertitudes là, de toutes les étapes précédentes. Okay. C'est un peu ça l'idée. Fait que c'est pour ça qu'on dit que
pour les objets qui sont proches de nous, ça va bien, c'est facile, on est capable approximer leur distance avec une assez bonne précision, mais plus que les objets sont situés loin de nous, plus que la précision diminue, l'incertitude augmente. Fait que pour les objets qui sont situés là, comme aux limites de l'univers observable, on pense qu'on a à peu près là, 15% d'erreur, ou en tout cas 15% d'incertitude sur leur distance. Donc, normalement, là, en science, une valeur avec 15% d'incertitude, c'est vraiment pas précis. Okay. Mais en astrophysique, là, pour ce qui est des distances près des limites de l'univers observable, c'est à peu près ça qu'on a, 15%, parce que justement, on a accumulé la somme de toutes les incertitudes là, qui se trouvaient derrière nous. Okay. Puis d'ailleurs, c'est un peu ça l'idée que Newton disait. Il disait, chaque génération parvient à voir plus loin qu'en se hissant sur les épaules de géants de ses prédécesseurs. Donc ça dit un peu que on utilise tout ce qui a été fait avant nous. Okay, on fait juste comme ajouter une dernière petite étape de raisonnement. Puis c'est quand même cool là, cette citation-là. C'est un peu, je sais pas, philosophique si vous voulez. Ça veut dire que justement là, on peut pas comme tout faire par nous-mêmes. C'est qu'on va tout le temps nécessairement utiliser quelque chose que des gens ont fait avant nous. Puis en se servant de ce qu'on fait avant nous, ça nous a permis d'arriver à un certain point. Puis on va peut-être être capable de faire une petite étape de plus ou de franchir une petite étape de plus loin. T'sais, on recommence pas à zéro tout le temps. Là. Si chaque humain devait juste recommencer à apprendre toutes les connaissances à partir de zéro, ben on ferait juste tourner en rond sans arrêt. Là. Fait qu'on se sert vraiment de ce que les autres ont appris avant nous, de ce qu'ils ont compris avant nous. Ils vont peut-être être capables de nous l'expliquer plus rapidement, on va peut-être le comprendre plus vite, puis là, ça va nous laisser plus de temps pour aller pousser les connaissances encore plus loin, peut-être trouver quelque chose qu'eux n'ont pas eu le temps de trouver, puis on va transmettre ça à nos descendants, puis eux vont peut-être comprendre plus vite. Puis c'est comme ça, dans le fond, qu'on repousse sans cesse les limites de la connaissance et du savoir de l'humanité. Okay. Donc voilà, sur ces beaux mots, je vais vous souhaiter bonne fin de journée, puis à la prochaine. Salut!